Bonjour à tous. Au nom du Centre Théière de Chardin, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, vous qui êtes en présentiel, venus dans nos locaux à Gif-sur-Yvette, sur le plateau de Saclay, et également tous ceux d'entre vous qui sont connectés en visio pour cette soirée qui est aussi retransmise sur YouTube. Donc merci beaucoup. Merci aussi à nos trois invités que je présenterai tout à l'heure. Donc Charlotte Wendling, Jean-Marc Potvin et frère Benoît, que nous aurons le plaisir d'écouter et ensuite à qui nous pourrons bien sûr poser des questions. Alors quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Théière de Chardin. On est encore jeune, on peut encore dire qu'on est jeune. Hein, on a démarré nos activités mi-2023 dans ce beau bâtiment. Nous avons un projet peut-être un peu fou, mais en tout cas qu'on ne peut pas faire seul. Donc on vous le partage. Notre raison d'être, c'est d'essayer de contribuer à donner plus de place à la fraternité dans notre société. Pour cela, aider à mieux comprendre les évolutions de notre monde et de notre société, en particulier celles qui sont impulsées, accélérées, accompagnées par la science et la technologie. Et puis, prendre en compte la complexité, à bras-le-corps, ne pas la refuser, ne pas aller directement sur des compréhensions simplistes de ce qui se passe, le faire sans peur et croiser les apports de la science, des technologies, de la réflexion philosophique, éthique et des éclairages spirituels dont nous pouvons bénéficier. Alors nous le faisons assez classiquement par des conférences, des tables rondes, des formations, des rencontres, des ateliers, voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour aider à réfléchir ensemble. Et donc une recommandation pour vous tous, hein, que vous soyez ici ou en visio, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre newsletter. Vous recevrez tous les mois notre programme du mois. Et si vous ne voulez pas avoir de newsletter, regardez de temps en temps notre site web qui vous apportera toutes les informations. Une petite information aussi, donc le Centre Théière de Chardin n'est soutenu par aucune subvention publique. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez intéressant que le Centre Théière de Chardin existe, n'hésitez pas à donner, alors soit directement sur le site, soit pour cette conférence-ci par les petits paniers à la sortie. Alors c'est libre, hein, on ne veut pas que le prix soit un obstacle, mais voilà, on a besoin de vivre aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous démarrons un cycle sur le numérique et la relation entre le numérique et les vulnérabilités. Vulnérabilité, c'est large. Et donc nous explorerons ce thème par plusieurs soirées. La première est ce soir, numérique et personnes vulnérables. La deuxième, vous pouvez dès à présent noter la date, ce sera le 12 juin sur neurosciences et handicap. Et ensuite, nous continuerons d'autres propositions, notamment numérique et personnes âgées à la rentrée. Alors nous avons choisi, même si ce cycle est porté par le groupe de réflexion Intelligence artificielle, dont Bertrand, le responsable, est là juste devant moi, nous avons choisi de centrer cette soirée sur le numérique du quotidien. Alors on pourra parler d'IA hein, éventuellement si vous le souhaitez, mais de ne pas se limiter à l'IA, parce que le numérique est très présent pour les personnes vulnérables aussi. Il peut augmenter des fractures, il peut porter des risques, encore plus peut-être pour les personnes vulnérables que pour d'autres. Il peut aussi être utilisé pour réduire de l'isolement, pour renforcer du lien. Donc c'est ce que nous explorerons avec nos trois invités pour aider à réfléchir aux besoins des personnes vulnérables, à la manière d'y répondre et à la manière dont notre société utilise ces technologies. Alors notre rencontre se fera en 3 temps. D'abord, je passerai la parole à nos 3 intervenants successivement pour qu'ils nous partagent leurs expériences, leurs réflexions, leurs constats. Puis, donc 10 à 15 minutes chacun. Ensuite, au nom du groupe qui a préparé cette soirée, je rebondirai sur quelques-unes de leurs interventions par quelques questions. Et ensuite, bien sûr, vous aurez la parole pour voilà, poser toutes les questions que vous le souhaitez. Alors, je me présente puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, je suis moi-même Catherine Larieux, je suis directrice adjointe du Centre Théière de Chardin et à ce titre, je suis en lien avec l'ensemble des
groupes de réflexion qui font vivre ce centre. Alors, je passe la parole sans plus tarder à Charlotte Wendling. Alors, Charlotte, vous êtes, quelques mots quand même, vous faites partie de la Croix-Rouge française, notamment, enfin plus particulièrement de son pôle inclusion numérique. Vous avez co-rédigé un rapport avec une personne d'Emmaüs Connect qui s'appelle Thomas Mangenot, et ce rapport est paru en 2024 sur l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Donc voilà, pourquoi avez-vous fait ce rapport? Comment? Avec quelle approche? Qu'est-ce que ceci a mis en évidence comme besoin? Vous avez la parole. Merci Charlotte. Merci. Donc en effet, moi je fais partie de la Croix-Rouge française et on s'est allié à Emmaüs Connect en 2023 pour travailler sur ce projet. Alors pourquoi on en est arrivé là? Donc la Croix-Rouge française, on entend proposer un parcours d'accompagnement et de relèvement complet à toutes les personnes sans condition. Et pour ça, on a à la fois un réseau bénévole avec 1000 implantations partout sur le territoire et également des établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux. Et parmi ces établissements, on a notamment une filière personnes en situation de handicap avec 93 agréments. Et au centre donc, de ce parcours d'accompagnement et de relèvement, on fait plein d'activités différentes qui vont du secourisme à l'action sociale. Et dans l'action sociale, on s'est rendu compte depuis maintenant plus de 10 ans que, évidemment, le numérique apparaissait comme une brique essentielle de ce parcours d'accompagnement et de relèvement. Donc, dans ce cadre, on a développé l'activité d'inclusion numérique, à la fois dans le réseau bénévole et dans les établissements. Et ça s'est traduit notamment en 2021, lorsqu'on a recruté des conseillers numériques France Service. C'était un nouveau métier, c'était des gens qui arrivaient justement pour accompagner sur les compétences numériques de base. Et certains d'entre eux ont été rattachés directement en établissement de la filière handicap. D'autres y intervenaient plus ponctuellement. Mais très vite, ils se sont retrouvés dans ces établissements de la filière, donc en IME, en ESAT, en service d'accueil de jour. Et très vite, ils ont été confrontés à des personnes principalement soit du polyhandicap, des troubles du spectre autistique ou de la déficience intellectuelle. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'accompagner ces publics et qu'ils ne savaient pas forcément comment le faire, sur quoi les accompagner, comment adapter sa posture. En face, Emmaüs Connect, eux, ils sont spécialistes de l'inclusion numérique. Leur devise, c'est équiper, connecter et accompagner. Et ils accompagnent depuis un certain nombre d'années. Ils ont accompagné plus de 70 000 personnes dans 18 territoires. Et donc, parmi ces 170 000 personnes, ils ont évidemment accompagné des personnes en situation de handicap, notamment puisqu'ils ont des relais numériques dans des services d'accueil de jour et d'autres établissements. Et donc, le même constat est un peu arrivé chez eux. Et donc, on a décidé de s'allier en 2023. On a porté ce projet qui a été soutenu par l'Agence nationale de cohésion des territoires et la GFIP, et qui s'est décliné en 4 phases. Une phase d'enquête, où on a essayé de tirer des grandes conclusions et des recommandations. Puis, on a créé des outils pédagogiques pour les accompagnants et les personnes concernées. On les a testés et on est en train de les diffuser. Du coup, pour vous parler un peu plus justement de l'étape de rapport que j'ai co-rédigée, quand je suis arrivée sur ce projet fin 2023, je ne connaissais pas nécessairement le milieu du handicap. Et j'ai commencé par une immersion, et ça a été très, très instructif et très important de juste se déplacer un peu partout en France, dans des instituts médico-éducatifs, donc auprès des jeunes, dans des ESAT, donc des établissements et services d'aide par le travail, dans des services d'accueil de jour, pour juste aller à la rencontre des personnes et leur parler, leur demander quels usages du numérique ils avaient, quels freins ils avaient, quelles envies ils avaient aussi. Et on a interrogé à la fois les personnes concernées et puis leurs accompagnants, que ce soit donc des conseillers numériques ou des professionnels du numérique et des professionnels du handicap. Et puis on a aussi interrogé quelques experts des 2 secteurs pour avoir aussi un recul sur la question. Et ce dont on s'est rendu compte déjà, c'est que le numérique, il était omniprésent évidemment dans les établissements, mais à des degrés différents. Il était omniprésent dans la vie de tous. Parfois, il était vu comme une opportunité, parfois comme un obstacle. Le premier truc qui nous a vraiment marqué, c'est la grande diversité des profils. Le handicap, c'est vraiment un secteur où on a des types de handicap très différents. Donc nous, on s'est plutôt concentré sur le handicap intellectuel et cognitif, mais ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a également des degrés de handicap qui sont très différents. Et puis, en fonction du parcours de vie,
du niveau du parcours familial. Il pouvait y avoir des différences, et puis même sur le niveau et l'appétence sur le numérique. Pour vous donner très rapidement 3 exemples, j'ai rencontré une personne qui était en service d'accueil de jour, qui se servait tous les jours de son ordinateur personnel, de son smartphone, qui faisait plein de choses en ligne, et qui allait aux ateliers numériques juste parce que ça lui permettait de faire du lien, de voir des gens, de parler d'un sujet qu'il aimait bien. Et en fait, il s'est retrouvé plutôt en posture d'accompagnant, puisqu'il a lui-même aidé les autres participants à mettre des contacts dans leur téléphone, à aller chercher des vidéos qui les intéressaient, etc. On a eu d'autres profils, en ESAT plutôt, un monsieur qui nous a raconté comment lui, il n'utilise pas l'ordinateur, par contre, il utilise très bien son smartphone, et notamment, il va sur les réseaux sociaux, et il va également sur des applications de rencontres. Et en fait, il y a quelques mois, il est allé sur ces applications, il a commencé à parler à quelqu'un, ça s'est bien passé, il était content de plaire aussi, et puis en fait, à un moment, cette personne lui a dit « oui, mais j'ai des problèmes d'argent, etc. » Et 2000 € plus tard, la personne elle a coupé les ponts, donc il a eu la présence d'esprit de se tourner vers ses accompagnants du quotidien et pour pouvoir régler la situation. Et puis enfin, on a eu des personnes en foyer de vie qui, elles, en fait, ne faisaient même pas le lien entre l'écran et la souris, c'est-à-dire ne regardaient pas l'écran et ne voyaient pas que, en bougeant la main sur la souris, ça bougeait le curseur à l'écran. Donc là, autant vous dire que le rapport au numérique est encore à un autre niveau. Et donc, de tout ça, de tous ces grands besoins, de toutes ces grandes rencontres, on a quand même réussi à sortir 4 grands besoins. Le premier besoin, c'était comment faire du numérique un levier d'inclusion. Et en fait, c'est la montée en compétences sur les compétences du quotidien. Mais par exemple, comment est-ce qu'on travaille le fait de pouvoir se déplacer seul quand on a des outils comme le GPS sur son téléphone et quand on a des outils comme pouvoir acheter son ticket de bus en ligne. Et parfois, c'est même la seule solution. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui n'ont pas pu prendre le bus parce qu'ils ne savaient pas utiliser l'application et ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés chez eux. Le deuxième besoin qu'on a identifié, c'est comment on prévient les risques, comment on gère cette partie du risque, à la fois pour les éviter, et puis aussi parce qu'on a quand même senti une grande barrière psychologique, une peur à la fois des personnes concernées qui avaient peur d'aller sur le numérique, de se faire arnaquer, de se faire cyberharceler, etc. Et de la part de leurs accompagnants qui avaient peur pour elles et qui essayaient souvent de limiter les usages. Le troisième besoin, il était plutôt sur le matériel. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le matériel n'est pas forcément adapté? Alors nous, on n'était pas sur du handicap moteur, mais par exemple, la question de la lecture et de l'écriture. Le numérique, c'est une culture de l'écrit. Comment est-ce qu'on dépasse cette barrière? Comment est-ce que quand je vais sur YouTube, qui pourtant c'est pour regarder des vidéos, comment est-ce que je fais une recherche pour trouver ce que je veux? Et comment je lis les titres pour savoir ce que je vais regarder? Et c'est une vaste question et souvent les gens ils cliquent au pif sur la première vidéo qui passe. Et enfin, le dernier besoin qu'on a vu, c'est vraiment la formation des accompagnants, que ce soit les accompagnants du secteur numérique, donc plutôt sur comment est-ce que j'adapte pédagogiquement ma posture, mes contenus, etc. Et puis du secteur du handicap, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse fracture numérique parmi les professionnels du handicap ou parmi les proches des personnes concernées. Et qu'il fallait aussi adresser ça, parce que c'était des personnes qui étaient amenées à accompagner sur le numérique sans être elles-mêmes à l'aise sur le numérique. Donc voilà, pour vous donner déjà les grands besoins qui sont sortis de cette étude. Et ça a été vraiment, l'idée c'était vraiment de pouvoir aller à la rencontre des gens, leur demander ce dont ils avaient besoin, ce dont ils avaient envie. C'est une question qu'on ne leur pose pas forcément tous les jours, mais qui est quand même aussi essentielle. Le numérique, c'est pas que pour le travail, c'est pas que pour les trucs pas très sympas du quotidien, c'est aussi potentiellement pour aller faire des jeux vidéo ou rencontrer des gens. Et donc voilà, un peu ce qu'on a pu retirer de ce projet. Vous nous donnez envie d'en savoir plus. Donc, le rapport est en ligne, de toute façon, pour tout ce qui restera en attente à la fin de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Jean-Marc. Donc, Jean-Marc Potvin, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Vous êtes ingénieur. Vos premières activités professionnelles ne vous préparaient pas particulièrement à fonder l'association Entourage. Pourtant, vous l'avez fait il y a 10 ans, c'est cela? Voilà. Et Entourage, c'est à la fois une association, mais c'est aussi une application. C'est le premier des produits, le produit phare en fait de votre association. C'est cela?
Voilà. Tout à fait. Donc le numérique est au cœur de l'action qu'on mène. Je suis très heureux d'être ici au Centre Teilhard de Chardin parce que je suis un lecteur de Teilhard depuis très longtemps. Et donc voilà, d'être dans son mausolée, c'est... en fait, donc, sur un problème aussi ancien qui est la grande exclusion et la précarité, si on veut avoir une chance d'avoir un impact, il faut le regarder d'une manière neuve, si possible. Et la manière neuve de laquelle on regarde cette problématique de la grande exclusion et de la grande précarité, c'est l'angle de l'isolement. En disant, l'isolement, c'est la première des pauvretés, et en disant, l'isolement est probablement à la source de toutes les pauvretés, y compris matérielles. Donc il y a évidemment un cercle vicieux entre les deux, mais cette compréhension-là, elle est clé pour comprendre un petit peu ce que je vais expliquer maintenant. C'est-à-dire que Entourage a été fondé en effet il y a 10 ans par des rencontres avec des personnes sans abri, et qui me disaient, ou qui nous disaient, on ne me voit pas, j'existe pas, j'ai pas de prénom, je vois passer 3000 personnes, j'ai 2 bons jours, j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le bord du trottoir. Et évidemment, c'est pas vrai. Les personnes en grande exclusion, ce type, on les voit, bien sûr, sauf qu'on ne sait pas comment se comporter. Et d'une certaine manière, je me suis dit, évidemment, on peut régler ce problème uniquement en bougeant, en changeant, nous, nos comportements. C'est-à-dire le grand public. Ça ne peut pas être réservé à des bénévoles ou des salariés du secteur médico-social. Il faut que chacun d'entre nous changeons et recréons des liens avec ces personnes en grande exclusion. Or, pour bouger le grand public, il faut la tech. C'est-à-dire qu'il faut une plateforme. En l'occurrence, là, c'est une appli mobile qui va me dire avec qui agir, où agir, pourquoi agir, comment agir, peut-être mettre des garde-fous si jamais ça devient compliqué et pas se sentir seul dans cette action. Et donc, on a fondé une association il y a 10 ans qui s'appelle Entourage, qui crée le premier réseau social, vraiment social, c'est-à-dire qui connecte les voisins avec et sans abri. Assez vite, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces personnes en grande exclusion, la cible, entre guillemets, s'est un peu élargie aux personnes SDF, pas seulement sans abri, donc des gens qui peuvent être hébergés dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels sociaux, mais qui gardent cette grande précarité, cette grande solitude. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux pouvaient travailler. Et assez vite, on a créé un programme qui s'est appelé Linked Out, donc, qui est un parasitage de la marque LinkedIn, évidemment, américaine, hein, et qui est le réseau social professionnel des gens qui n'ont pas de réseau. Et donc, on a mis au cœur de notre action sociale, en réalité, 1, l'action citoyenne, directement, et 2, une plateforme numérique pour permettre cette action citoyenne, cette rencontre. Après quelques années, il y a 180 000 personnes qui sont dans ce réseau, dont à peu près 20% de personnes en grande exclusion, avec une cible qui s'est élargie, avec des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui vont venir nous rejoindre, avec des primo-arrivants, avec des familles monoparentales, donc souvent des femmes en dessous du seuil de pauvreté, qui élèvent seuls leurs enfants, etc. Et dont la caractéristique, c'est cet isolement, cette perte de lien social. Et en fait, en créant Entourage il y a 10 ans, on pensait soulager une souffrance. On ne me voit pas, je suis seul, je n'ai pas de prénom, je n'existe pas. Et on comprend aujourd'hui, et c'était un peu le sens de mon introduction, on comprend aujourd'hui que c'est une cause profonde. C'est-à-dire que dans toutes ces histoires de grande précarité, c'est toujours, il y a autant d'histoires que de personnes, donc il n'y a pas un schéma type de cause de grande exclusion. Par contre, il y a des constantes. Et il y a 2 constantes en particulier qui nous intéressent. La première, c'est que c'est toujours multifactoriel. C'est toujours et un problème de santé, et un problème de relation, ou de violence, ou d'addiction, ou d'accident de la vie. Et la deuxième constante, c'est qu'il y a toujours une brisure de la relation à l'autre, à l'intime de la personne. Les enfants qui ont été violés dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, ou dans les familles d'accueil, et donc une brisure de la relation à l'autre, même à l'âge adulte parfois. Hein. Et cette brisure, elle a pour conséquence que je ne fais plus confiance aux autres, je ne fais donc plus confiance à moi-même, et au moindre accident ou à une série d'accidents, je m'enferme. Et je m'enferme et je n'ai pas le réflexe de demander de l'aide. Et donc, de recréer un capital social, un capital de relations sociales pour ces personnes qui n'ont pas l'habitude et qui sont enfermées dans cette espèce de solitude et de précarité mélangée, c'est de nature potentielle à véritablement cicatriser cette blessure et donc à reprendre confiance aux autres et en soi-même. Donc l'usage de la tech est au centre de cette action, vous l'avez compris.
Du coup, la question se pose de comment je pense cette technologie, c'est-à-dire qu'on connaît, notamment dans les technologies des réseaux sociaux, la propension à éloigner les personnes, voire à les isoler. Hein. Donc, il faut, et c'est le premier point, à mon avis, par conception, penser une tech qui va être un peu à rebours de la tech habituelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les réseaux sociaux virtualisent la relation. L'appli Entourage, qui est un réseau social, qui va plutôt pousser la relation à des rencontres dans le vrai monde. Les algorithmes qu'on a dans les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont des algorithmes de recommandation, qui vont recommander des personnes qui vous ressemblent, qui vont vous proposer du contenu qui ressemble à vos idées ou à vos préjugés, là, on va faire l'inverse. On va faire se rencontrer des gens qui, normalement, ne se rencontrent pas. Donc, sur les grands réseaux sociaux, vous avez toutes les chances de croiser des gens qui ont fait les mêmes écoles que vous, la même université, ou la même industrie, ou les mêmes cercles d'amis. Sur le réseau d'entourage, on va faire se rencontrer des gens qui n'ont rien à voir, a priori, mais qui vont partager un même voisinage et un même lieu de vie. Donc voilà un petit peu l'intuition qui permet de penser à une tech qui ne va pas désociabiliser, mais au contraire recréer, voire renforcer du lien. La deuxième chose clé, c'est de mettre les personnes en grande précarité au cœur du processus de la création de cette tech. Donc ça veut dire que dans l'association Entourage, on a mis les personnes en situation de rue au cœur de notre gouvernance. Donc il y a un comité de la rue qui est formé d'une quinzaine de personnes qui ont vécu de façon très significative à la rue, certaines y sont encore, des hommes et des femmes, et toutes les décisions produits de partenariat, de communication, d'action que va mener le réseau Entourage, c'est eux qui décident. Donc ils ont les clés et du coup on n'est pas en train de travailler sur des problèmes qu'on a imaginés à leur place et d'implémenter des solutions qu'on imagine aux problèmes qu'on a imaginés à leur place. Vous voyez, donc on met vraiment au cœur de la réflexion, y compris de la tech. Hein, et ils interviennent dans les choix de nos produits, ils testent ces produits, des personnes en très grande précarité. Et le troisième point, c'est une attention particulière à l'éthique, évidemment, respect de la vie privée. C'est pas parce que ces personnes sont dans des situations comme ça qu'on peut, je sais pas, créer des bases de données sur elles, géolocaliser. Enfin, ce sont des personnes qui sont encore plus vulnérables que les autres, et donc une attention particulière. Donc évidemment, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et dès le début, on a créé, en tout cas au design initial d'Entourage, un comité d'éthique avec des anciens inspecteurs de la CNIL, avec des personnes qui étaient vraiment qualifiées sur ces sujets-là. Alors, puisqu'une des questions, c'est l'usage de la tech par ces personnes en grande exclusion, je me suis permis de poser la question au comité de la rue d'Entourage, du coup, en disant, voilà, j'interviens sur ce sujet au Centre Théâtre de Chardin. Et en fait, ce qu'il en sort, c'est qu'ils utilisent la tech comme vous et moi. C'est-à-dire que pour certains, très mal, pour d'autres, très bien. Ils s'en servent pour tous les sujets. C'est-à-dire que le téléphone... Elina Dumont m'a dit mais moi ça m'a changé la vie quand c'est arrivé le téléphone, parce que avant on appelait pour me joindre, si mon patron, parce que je fais un petit boulot, il voulait me parler, il téléphonait à l'armée du salut qui passait Elina Dumont. Elle dit quand j'ai eu mon téléphone, il pouvait appeler Elina Dumont. C'est très différent quand même dans ma relation avec mon employeur. Ou Rachid qui m'a dit mais moi ça me permet de renouer des contacts avec ma famille en Algérie que j'avais pas vu. Donc, ils vont utiliser des smartphones beaucoup pour stocker des documents importants, les scanner, pour garder des photos, des souvenirs, des vidéos, pour se divertir, parce qu'il y a bien souvent on s'ennuie dans son hôtel social tout seul, pour se renseigner, pour s'informer, pour communiquer entre eux, etc., etc., etc. Un usage du cloud où ils disent on perd facilement notre téléphone, donc moi, mes papiers d'identité, mes photos, je les mets sur un drive ou dans le cloud. Donc, et on avait fait, il y a quelques années de ça, un colloque avec Orange et avec des chercheurs en sciences sociales, qui notamment une chercheure de Rennes, de l'université de Rennes, qui faisait un doctorat sur l'usage du numérique par les personnes SDF, où Mika était venu témoigner donc, en disant « mais moi j'ai le Wi-Fi dans ma tente ». Parce que le restaurant à côté de ma tente, ils m'ouvrent leur borne Wi-Fi et le soir, ça me permet de jouer ou de m'informer ou de regarder un film. Et où la conclusion de ce colloque, c'est qu'en fait, le problème n'était pas tant dans l'usage du numérique par les personnes en situation de grande exclusion que plutôt par l'assistance sociale qui s'occupe d'eux. Où là, il y a plutôt une réticence, parce que c'est un métier très humain, parce que ce sont des gens pas forcément formés, où il y a plutôt une réticence à l'usage.
Un dernier point que me dit ce comité de la rue sur leur usage du numérique, c'est que, mais comme pour nous tous en fait, ce qui est compliqué dans le numérique, c'est l'usage qui est l'interaction avec l'administration. C'est-à-dire que les procédures de l'administration, elles se sont numérisées, très bien, mais elles ne se sont pas simplifiées. Elles restent avec leur complexité inhérente, fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai numérisé un formulaire kafkaïen que le process devient simple. Ça reste complexe. Et cette complexité-là, ce sont des personnes qui ont énormément de difficultés d'accès aux droits, de retrouver un certain nombre de choses. Là, ça peut être plus complexe encore que pour nous, parce qu'elles sont plus dépendantes de ces interactions avec l'administration. Mais le fond du sujet, ce n'est pas le numérique. Le fond du sujet, c'est la complexité de la procédure et du système qui se trouve derrière et qui a été numérisé en gardant sa complexité inhérente et la difficulté voilà, pour ces personnes de s'en sortir. Donc voilà un petit peu le message que ces personnes du comité de la rue d'entourage m'ont dit pour préparer ce soir. Et puis on pourra en discuter tout à l'heure et voir un petit peu s'il y a des questions particulières. Et ouais, j'ai oublié de dire, même des fonctions d'IA, hein, parfois ils utilisent. Alors pas encore en direct de l'IA générative ou des systèmes, mais des fonctions de traduction par exemple. Ils vont utiliser la traduction énormément parce qu'ils rencontrent énormément de personnes qui ne parlent pas le français, des primo-arrivants, dans les foyers, dans les bagageries, etc., qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'Afrique, qui viennent de je ne sais où. Et donc il y a un vrai usage par le smartphone pour communiquer de traduction automatique, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier aperçu. Là aussi, on a envie d'en savoir plus, mais bon, je vais d'abord passer la parole à Benoît Dubigeon. Donc, frère Benoît, vous êtes franciscain, vous connaissez le Centenaire de Chardin depuis déjà un petit moment, avant que les murs sortent de terre, hein, puisque vous avez en particulier coopéré avec Bruno Dufay, responsable du groupe Écologie, également présent, à l'écriture du premier livre produit par le Centenaire de Chardin en 2022. Merci à vous. Alors là, c'est pas ce titre-là que nous vous avons invité. Vous êtes prêtre dans une paroisse du diocèse de l'Essonne, franciscain. Vos missions, évidemment, vous donnent souvent l'occasion de rencontrer des personnes très vulnérables, d'autant plus que vous êtes depuis 10 ans aumônier au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Donc, voilà, Comment vous, avec cette expérience très, très profonde et très forte de l'accompagnement de personnes vulnérables, avec à la fois votre intelligence, votre foi dans le Christ, comment vous réagissez par rapport à ce qui a été dit par les deux intervenants précédents? Qu'est-ce que vous voulez nous partager comme réflexion sur en quoi le numérique peut aider, fragiliser, répondre à des besoins de ces personnes? Merci. Vaste sujet. Voilà, depuis 12 ans que je suis aumônier au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, je vois des personnes extrêmement vulnérables, je vois tout le monde entier, au sens propre et au sens figuré. Je me retrouve bien dans votre description des personnes qui sont tellement vulnérabilisées par leur histoire et leur histoire de blessures. Et il se trouve que quand on est incarcéré, on perd son honneur, on perd sa dignité, on perd sa famille, on perd son job, on perd sa compagne, on perd ses enfants et on perd en premier sa liberté. Et puis on perd aussi tous ces outils numériques. C'est-à-dire qu'on n'a plus de téléphone, on n'a plus de tablette, on n'a plus les moyens de communiquer avec d'autres. Alors, il faut quand même le dire, les téléphones arrivent quand même à rentrer dans les prisons. Et donc, je ne sais pas comment ils les utilisent, mais je sais qu'il y a des trafics et que le téléphone existe quand même en prison. Mais d'une façon générale, c'est des personnes qui sont vulnérabilisées par le fait d'être complètement isolées. Là, je me retrouve bien dans ce que vous avez dit, Jean-Marc, complètement isolées, 22 heures sur 24 dans une cellule de prison, et en plus vulnérabilisées parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec d'autres. Numéro de téléphone auquel ils ont le droit avec l'accord soit du directeur de la prison, soit du juge d'application des peines.
Et donc c'est un isolement qui est quand même terrible, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer comme ils veulent et quand ils veulent. Et ils sont dans un milieu extrêmement fermé, c'est le cas de le dire, avec aussi des violences extrêmement redoutables, et ils doivent surveiller absolument tout ce qu'ils disent, parce que tout pourrait être déformé. Alors, quand on perd tout, et là vraiment ils perdent tout, on est un peu comme Job qui va sur son tas de fumier, on va à l'essentiel. Et je réfléchissais en pensant à ce que je voulais dire. En fait, nous, dans l'Occident, on est héritier de la philosophie thomiste qui a les choses de plus en plus fines et où la somme de ces petits éléments vont constituer le tout. Par exemple, si on prend un corps humain qui est composé de 37,2 trillions de cellules qui se renouvellent en 3 ans, eh bien, pourtant, le corps humain reste le même. Notre réseau sanguin, qui fait à peu près 100 000 km de long, fait circuler 5 litres de sang en 1 minute. Donc tout change en nous. Et pourtant, c'est le même bonhomme qui vous parle. Donc l'analyse scientifique occidentale va, la source d'énormes progrès, va analyser tout ce qui se passe dans le corps humain. Il y a une autre façon de voir le réel, où la tradition franciscaine avec Saint Bonaventure, c'est d'essayer de une vision opposée, différente et complémentaire, un cadre plus grand dans lequel les deux peuvent tenir ensemble, une autre façon de voir le réel. Et on est très marqué dans notre Occident par cette phrase de Descartes, « Je pense donc je suis », qui a été la source d'énormes progrès. Mais au Japon, c'est un pays que j'aime beaucoup pour avoir visité, penser, on dit Kangaeru, qui a ce Kami, Dieu, et Kairu, retour. Autrement dit, pour un Japonais, pour les shintoïstes ou les bouddhistes, etc., penser, c'est revenir à Dieu. Alors, si je fais cet excursus par rapport à la prison, c'est pour dire que moi, les personnes vulnérables que je vois en prison, qui m'appellent, puisque je ne vais voir que ceux qui m'appellent, sont celles qui veulent revenir à une dimension qu'ils n'ont pas connue dans le réel. Ils vont voir l'homme de Dieu que j'essaye d'être en essayant de découvrir finalement une dimension de leur personnalité que leur vie ancienne, en dehors de la prison, leurs histoires de blessures, peut-être même tous les appareils numériques, leur ont empêché de découvrir. Autrement dit, je suis comme aumônier un révélateur de la dimension christique ou christique, oui, de leur existence, si je mets le Christ au centre, mais disons divine. Voilà, que même ce qu'ils ont pu commettre, très grave. Par exemple, actuellement, j'accompagne un garçon assez jeune qui a tué un enfant. Même ce qu'il a commis, et qui est extrêmement grave, qui est un acte monstrueux, n'a pas détruit, pour moi croyant, de fils de Dieu. Que c'est assez extraordinaire de dire on n'a plus de téléphone, on n'a plus sa liberté, on n'a plus les SMS, on n'a plus tous les objets technologiques, mais on peut, parce qu'on a tout perdu, on peut faire l'expérience de revenir à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire notre identité que peut-être il n'a jamais découvert dans sa propre vie et que le contact avec l'aumônier ou l'incarcération ou le manque de liberté et toutes les personnes qu'il va rencontrer, et puis aussi la visitation de son histoire qui l'a amené en prison, va permettre de lui faire petit à petit découvrir. Je réfléchissais à la notion de patience. Vous savez, avec tous nos appareils électroniques, on devient impatient. On veut avoir un peu tout de suite. On veut, voilà, avec le développement de ChatGPT que je commence à utiliser, qui est un outil extraordinaire. Voilà, hier, j'avais une réunion avec des prêtres. En 30 secondes, j'ai fait mon compte-rendu avec ChatGPT. Et il est bien fait en plus. C'est remarquable. Donc, tout de suite. Et que pour faire un homme, il faut du temps. Quand on pense qu'il faut, pour aimer, pour écouter, pour connaître, il faut du temps, et ça ne peut pas se faire en appuyant sur un bouton, eh bien je découvre qu'en prison,
des hommes, parce que j'accompagne que des hommes apprennent dans une patience qui est forcée, parce qu'ils n'ont pas le choix, de passer 1 mois, 6 mois, 10 ans, 30 ans, avec peine incompressible de 22 ans. Ils n'ont pas le choix d'être patients. C'est une patience qui est forcée, qui peut détruire la personnalité de quelqu'un, qui peut l'anéantir, mais qui peut aussi être une chance d'exercer la vertu de la patience, où il apprend à connaître, à regarder les petits oiseaux à travers les grilles de sa cellule, où il apprend à aimer celui qui n'est pas aimable, qui est même odieux, où il apprend la patience, parce que s'il sait qu'il n'utilise pas cette patience de supporter son codétenu qui sent mauvais, avec qui ils n'ont pas le même rythme, lui il regarde l'autre, il la regarde pendant le jour. Voilà. On peut apprendre à découvrir la véritable identité que l'on a. On est sur son tas de fumier, on est privé de tout, mais c'est aussi, pour certains, je dois dire, et j'en suis témoin, une chance de découvrir cette face inconnue de soi-même qu'on n'avait pas connue auparavant. Et peut-être qu'aujourd'hui, le numérique que j'utilise beaucoup, moi-même je suis un frère franciscain très connecté, et ça me rend bien des services, mais peut-être qu'il est aussi un obstacle pour prendre le temps d'aller rencontrer l'autre, d'aller marcher avec lui, d'aller l'écouter. Voilà, quand vous écoutez quelqu'un dans une cellule tous les 15 jours pendant 3 heures, 3 heures et demie, on a le temps. On a le temps de cheminer. Il a le temps de cheminer avec moi. J'ai le temps de cheminer avec lui et de tisser une relation humaine qui est tellement profonde qu'un smartphone ou un ordinateur ne pourra pas me permettre. Et donc, vous voyez, c'est à la fois une chance et puis aussi la difficulté d'appréhender, justement, lorsqu'on est privé de tout, et en particulier du numérique, surtout aujourd'hui, où qu'est-ce qu'on fait sans un téléphone portable? C'est pas possible. Et là, ils en sont privés, sauf certains qui arrivent à passer à travers les mailles du filet par les parloirs. Essentiellement, c'est comme ça que les téléphones rentrent. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais plein d'autres choses à dire. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les trois. Alors, pour engager un peu la suite de la réflexion, j'ai envie de vous poser une question à chacun de vous. Nous avons choisi comme titre pour cette soirée et pour ce cycle, numérique et personnes vulnérables, numérique et vulnérabilité. Pour vous, le terme vulnérabilité, il recouvre quoi? Il veut dire quoi? Il met en avant quoi pour nous aider un peu à réfléchir à ceci? Que répondriez-vous, chacun de vous, dans l'ordre que vous voulez? Pour moi, c'est un bateau sur le Vendée Globe qui s'appelle Vulnérable. Non, je plaisante, mais c'est un bateau qui a soutenu Entourage. C'est pour ça que ce thème m'est cher. Et vulnus, vulneris en latin, c'est la blessure. Donc c'est la plaie, y compris au sens la blessure d'amour. Et moi, ce que je vois, c'est que les personnes que j'ai en face de moi, elles sont vulnérables, tout comme je suis vulnérable, en fait. Je veux dire, je peux être blessé de la même manière. Elles sont blessées. Moi aussi, certainement, mais moins, quoi. Et cette blessure, elle les empêche beaucoup de choses. Et donc, d'une certaine manière, vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé, en fait. Donc là, on est plus que face à des personnes vulnérables pour moi. On est face à des personnes qui ont déjà de telles blessures que ça leur crée un certain nombre de problèmes. Voilà, si j'ai une petite contribution à faire sur ça. Merci. Nous, vulnérabilité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à la Croix-Rouge. C'est un mot qu'on entend quasiment tous les jours, au même titre qu'on entend beaucoup le mot de crise. Et je pense que les deux sont vraiment très liés. Dans le sens où, déjà, nous, on parle plutôt de situation de vulnérabilité ou de facteurs de vulnérabilité. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est plus exposé au risque, on va être plus impacté par une crise.
Tout le monde peut être en situation de vulnérabilité, tout le monde peut être dans un quartier soumis à une inondation et perdre sa maison, perdre ses biens. Pour autant, selon les facteurs de vulnérabilité, donc là on va avoir une vulnérabilité climatique par exemple, mais selon les autres facteurs de vulnérabilité auxquels on va être exposé, en fonction des ressources familiales et amicales qu'on a, la possibilité de pouvoir aller chez des proches, la possibilité de pouvoir se reconstruire financièrement, etc. On va avoir en fait une intersectionnalité de tous ces facteurs de vulnérabilité qui vont venir créer une situation de vulnérabilité plus ou moins forte. Mais le concept de vulnérabilité partagée nous tient beaucoup à cœur en se disant que c'est quelque chose que voilà, on peut tous être soumis à un certain niveau à la vulnérabilité. On est tous vulnérables dans une certaine mesure. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on pense aussi en collectif cette vulnérabilité. Alors être vulnérable, personne n'a envie d'être vulnérable, d'être blessé, parce que c'est une grande fragilité que l'on a. Et en même temps, être vulnérable, c'est une chance. Je pense à, par exemple, Moïse, qui est monté sur la montagne, le mont Horeb, et pour pouvoir voir Dieu sur le buisson ardent, Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures. Il a enlevé ses chaussures. Et donc, quand on a enlevé ses chaussures, on est vulnérable parce qu'on ne peut plus combattre l'autre. On n'est plus d'égal à égal pour être bien debout. Et être vulnérable, c'est aussi quelque chose qui nous rend faibles, c'est aussi quelque chose qui nous rend capable de rentrer en relation avec une autre dimension de nous-mêmes. Et donc, moi, je fais l'expérience en détention que les personnes qui acceptent de profiter de leur vulnérabilité pour aller à une dimension un peu plus haute que le réel le plus bas, c'est magnifique. Souvent, on raplatit tout à l'aune de nos connaissances, de nos sentiments. Voilà, il fait mauvais, la vie est pourrie, j'ai tout perdu, j'ai qu'à me suicider. Et quand on voit que derrière les nuages, il y a du soleil et que l'on peut faire l'expérience de mettre un peu de 3D, j'aime bien cette expression, mettre de la 3D dans sa vie, c'est-à-dire de ne pas se reposer uniquement sur soi, mais aussi sur d'autres, et pour un croyant sur Dieu, hein, heureux l'homme qui ne met pas sa foi en lui-même, mais qui met sa foi dans le Seigneur. Ça, c'est un texte de Jérémie que je cite. Et donc, être vulnérable, c'est accepter aussi de ne pas compter uniquement sur soi. J'aime bien cette phrase d'Evenessi, qui est un jésuite, hein, moi j'ai été formé par des jésuites au Centre Sèvres, qui disait « Crois en Dieu comme si tout dépend de toi et en rien de Dieu. Et cependant, confie-toi en Dieu et cependant agis comme si tout dépend de Dieu et en rien de toi. » Vous voyez, c'est ce mixte entre la liberté et la grâce. Plus j'exerce ma liberté en la remettant, en l'abandonnant dans les mains de quelqu'un d'autre, plus cette liberté augmente. Et plus je me confie, je m'abandonne, et c'est ça être vulnérable, je m'abandonne dans les mains de quelqu'un d'autre, plus je suis invité à bien exercer ma liberté. Si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi une dimension, enfin je suis très aligné évidemment avec ce que vous dites, mais il y a aussi une dimension sociétale, c'est-à-dire que une société qui est capable de prendre en compte la vulnérabilité des uns et des autres, ce qui fait que... Et les coachs, par exemple, le savent. Il y a cette pyramide alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est une des méthodes de coaching, dont la couche basse, c'est la prise en compte de la vulnérabilité au sein des équipes, qui permet de bâtir la confiance, parce que si on peut dire sa vulnérabilité, alors on peut rentrer en confiance les uns avec les autres. Et c'est la couche de base de cette pyramide de construction d'une équipe qui n'est pas dans un mode conflictuel, un mode divisé. Et c'est la même chose pour notre société, c'est-à-dire que cette vulnérabilité commune qu'on a en partage en fait en tant qu'être humain, qui nous caractérise d'une certaine manière, une société qui est capable de prendre en compte cette vulnérabilité, elle construit la confiance, quoi. Donc c'est presque ontologique le fait qu'on soit vulnérable et donc interdépendant et non pas en conflit les uns en opposition avec les autres. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que souvent en détention, les personnes vulnérables, par exemple je pense aux personnes transgenres, aux personnes qui ont
qui ont commis des actes très graves comme le viol, les pédocriminels. Ces personnes qui sont particulièrement vulnérables et qu'on met d'ailleurs dans des quartiers protégés se trouvent vulnérabilisées par d'autres personnes détenues qui ne les supportent pas. Et ça, c'est quand même très troublant de voir que des personnes vulnérables, de par ce qu'elles ont fait, ne vont pas accepter d'autres personnes vulnérables. Ça me trouble beaucoup. Et je leur dis d'ailleurs, quand je partage avec eux cela, comment ça se fait-il que vous puissiez être des juges les uns par rapport aux autres et que vous rejetiez la vulnérabilité de l'autre? C'est quelque chose de troublant, je trouve. Je vous propose de revenir un petit peu sur le sujet de la technologie, du numérique et de la place de la technologie et du numérique. Alors, vous l'avez dit, Jean-Marc, comme vous choisissez de faire de la technologie une solution face à cette pauvreté, cette vulnérabilité du manque de relations. Et vous, frère Benoît, vous avez souligné que le numérique peut aussi être un obstacle en fait à une découverte de soi-même plus profonde. Alors, le besoin de relation est fondamental pour la personne humaine, le besoin de trouver son identité est fondamental aussi. La place du numérique comme outil ou comme frein, est-ce que vous pouvez développer un peu, quand vous avez exposé votre intuition initiale, Jean-Marc, l'absence de relation, donc fragilité fondamentale, le numérique comme solution? Bon, voilà, pour rebondir sur les propos de frère Benoît. Oui, bah évidemment, mais je pense qu'on est tous bien conscients que la tech en soi, et donc le numérique, a une ambivalence donc qui est vraiment une fonction de l'usage qu'on a. Ce que j'essayais de dire et ce qu'on a essayé de faire, c'est que par conception, un peu comme le security by design qu'on met dans nos systèmes informatiques, là, il y a une espèce de conception d'humanité par conception, quoi. C'est-à-dire que la manière dont on pense l'outil numérique peut plus ou moins pousser enfin, je peux prendre les exemples des algorithmes de recommandation que je connais bien, parce que j'ai travaillé dans ma vie professionnelle pour un certain nombre de startups, notamment des réseaux sociaux, où les algorithmes de recommandation qui poussent les gens qui se ressemblent à se rassembler et à qui on va produire du contenu qui exactement correspond à ce que son groupe d'amis pense déjà, voire même à lui proposer une vision du monde particulière, parce que par algorithme, aujourd'hui, un robot journaliste peut écrire quelque chose qui me correspond et qui correspond à mes centres d'intérêt et à ce que mon groupe pense. C'est extrêmement enfermant. C'est une technologie qui, en fait, réduit la vision du monde et qui crée des clivages et qui crée des clashs, d'ailleurs, et de la violence. Parce que les gens ne se comprennent plus. C'est-à-dire que mon groupe social, ma bulle qui m'enferme et ces algorithmes qui me proposent du contenu dédié et donc une certaine vision du monde, bah, la bulle d'à côté, elle a une autre vision du monde et on ne se comprend plus du tout. On ne vit plus dans le même monde, en fait. Donc il peut y avoir une technologie qui va effectivement diviser ou créer des problèmes et donc présenter un vrai risque qu'on voit. De toute façon, il y a une violence sur les réseaux sociaux, les harcèlements, etc., enfin, qui sont des choses assez horribles, y compris jusqu'au suicide d'adolescents, quoi. Donc, et on peut aussi, par conception, penser d'autres types d'algorithmes qui vont... donc, mais si au départ, on va mettre dans le système qu'on conçoit numérique des choses qui vont au contraire pousser à créer des liens avec des personnes différentes, avec des visions du monde différentes. Et enfin, vous avez tous en tête le scandale Cambridge Analytica avec l'élection précédente qu'il y a eu aux États-Unis. Enfin, donc on voit la puissance de manipulation potentielle de la tech et aussi aux concepteurs de faire en sorte qu'on conçoive des systèmes numériques qui ne déshumanisent pas, mais qui au contraire vont ramener vers plus d'humains, vers plus de réel, vers moins d'idéologie et vers plus de relations dans la vraie vie. Donc une tech qui améliore la vie et pas qui remplace, qui virtualise. C'est la supériorité du réel sur l'idée, dont parle le pape François, quoi, qui est de ramener dans la vraie vie. Oui, le numérique pour provoquer la relation, en fait. C'est ça. C'est que on peut se servir des technologies virtuelles pour ramener dans la vraie vie
une vraie relation, et après le numérique s'efface, parce qu'évidemment, par exemple, on a construit avec le programme Linked Out, qui s'appelle maintenant Entourage Pro, donc qui est une plateforme qui permet de remettre en emploi des personnes en grande exclusion. La plupart de ces programmes fonctionnent, et il n'y a pas qu'Entourage qui fait ça, d'autres ONG s'occupent de la même manière. La plupart du temps, on fait ça par du coaching. C'est-à-dire qu'il y a un coach, souvent bénévole, qui vient accompagner une personne qui est en exclusion ou sortant de prison, etc., pour lui permettre de revenir dans le monde du travail. Évidemment, quand les outils d'IA génératif sont sortis, on s'est dit, waouh, on pourrait, au lieu d'avoir 100 coachs qui accompagnent 100 candidats, on pourrait avoir 10 000 coachs virtuels qui sont des IA qui vont accompagner les candidats. Et là, je fais fois 10 000 sur mon programme, super. Et sauf qu'on rate le point, parce que ce que je disais au début, l'isolement est la plus grande des pauvretés. Si ces personnes sont isolées parce qu'elles ont des difficultés dans la relation à l'autre, est-ce que c'est en remplaçant leur coach par une machine que je vais les aider à recréer du lien et à réapprendre la relation à l'autre qui est nécessaire dans l'entreprise? Donc, vous voyez, et quand on pose la question d'ailleurs à nos candidats Entourage Pro, quand ils s'en sont sortis, on lui dit « Qu'est-ce que tu as préféré dans tout le programme Entourage Pro qu'on lui propose ?» Sa réponse, ce n'est pas du tout la plateforme numérique qu'il a utilisée. Sa réponse, c'est « mon coach ». Parce qu'évidemment, il a créé des liens humains avec cette personne. Donc nous, on va utiliser l'IA dans ce programme, mais surtout pas pour remplacer la relation humaine. On va utiliser l'IA pour muscler le coach, en disant voilà, tu vas devenir plus performant grâce à des outils qu'on va... Donc, on va muscler le CV, la présentation du parcours de la personne, etc. par l'IA, parce qu'elle ne sait pas forcément bien faire ça, mais on va garder l'élément central qui est la relation humaine. Et là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que par conception, on aurait pu dire super, on va faire x1000 sur notre performance en mettant des coachs virtuels, et on rate le point. Charlotte, est-ce que vos travaux, voilà, les constats, les travaux, vous ont aussi permis d'approfondir cette question du numérique et de la relation? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins beaucoup ce que vous dites. J'avais un prof de philo qui me disait il ne faut pas laisser l'écran faire écran. Et je trouvais ça assez facile, mais en même temps assez intéressant comme phrase. Ce que j'entendais aussi dans votre question, c'était la tension entre lien social et en fait, se perdre un peu dans ce monde virtuel et du coup, potentiellement perdre son identité. Nous, à l'inverse, ce qu'on a aussi vu, c'est en fait une ouverture vers l'extérieur qui permet de se retrouver soi-même. Je m'explique. Déjà, les réseaux sociaux, en fait, nous, on a interrogé beaucoup de gens qui sont en établissement, donc en fait, qui voient que des personnes en situation de handicap toute la journée et des professionnels du handicap qui les accompagnent, donc ils sont quand même dans une relation où ils se font accompagner par des professionnels encadrants. Et en fait, du coup, le fait de pouvoir aller sur les réseaux sociaux, de pouvoir parler à d'autres gens, de découvrir des gens qui n'ont rien à voir avec eux, et ça permet déjà de dépasser ce truc où on est juste une personne en situation de handicap et de pouvoir se découvrir aussi comme, pouvoir se définir autrement, se définir comme une personne qui a tel centre d'intérêt en commun avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans la relation à l'autre et en fait une ouverture qui avant était peu possible. Je suis allée dans un ESAT qui est bâti, historiquement il y a un ESAT et un foyer en face et ils sont bâtis sur une île au beau milieu de l'Ardèche. Le seul moyen d'aller vers la ville, c'est de prendre la voiture. Tous n'ont pas le permis, donc ils ont investi dans des voitures sans permis pour pouvoir se rendre à la ville. Mais autant vous dire que c'est quand même un parcours du combattant. Et donc en fait, avant, ces personnes, elles voyaient que les personnes avec qui elles travaillaient, vivaient, mangeaient. Et là, ça a permis une ouverture vers l'extérieur. Et l'autre exemple aussi, de plus en plus, on demande aux personnes, que ce soit en IME, donc en institut médico-éducatif, les jeunes, ou en établissement d'aide par le travail, de construire un projet professionnel. Puisque l'idée, c'est pas forcément de faire toute sa carrière en ESAT, mais potentiellement à un moment de pouvoir rejoindre le milieu ordinaire. Et en fait, quand on leur demande à ces gens, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est une super question, mais en fait, ils ne savent pas. Parce que tout comme quand on est en terminale et qu'on a 18 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire et on connaît les métiers de nos parents et peut-être de nos oncles et tantes, mais c'est à peu près tout. En fait, pour ces personnes-là, c'est encore décuplé parce que
personne ne leur a parlé de leur métier, personne ne leur a dit « Ah tiens, peut-être plus tard tu pourras faire ça ». Donc elles ne connaissent pas. Et en fait, nous, on a un conseiller numérique dans les ATS qui leur a appris à aller sur le site ONICEP, à pouvoir se dire « Ok, comment est-ce qu'on va naviguer sur ce site? Comment est-ce que tu peux aller regarder tous les métiers qui existent, lire les fiches ?» Et puis, à côté de ça, on a un accompagnement humain, évidemment, puisqu'il y a les coordinateurs de parcours, les éducateurs spécialisés, etc. Et on va construire l'échange, mais d'abord, je ne vais pas arriver avec un catalogue avec 4 formations et 4 métiers qui existent. Tu peux voir tout ce qui existe dans le monde et on va construire à partir de ce que tu as vraiment envie de faire. Et ça, c'est vraiment, je pense, de se dire le choix. En fait, on n'a pas vraiment le choix si on ne connaît pas les options. Et du coup, de pouvoir avoir accès à ces options, c'est quelque chose qui a permis le numérique et qui est assez riche. Merci. Alors, on va vous donner la parole. Le groupe a encore plein de questions, hein, mais on va d'abord vous donner la parole et puis on reviendra éventuellement sur d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? J'ai plein de questions en fait. Vous disiez que, effectivement, Catherine a souligné le fait que le numérique pouvait être vraiment source de lien social et le numérique pouvait être vraiment coupure, brisure de lien social. Mais il y a un mot que vous avez dit en commun qui est la confiance. En quoi le numérique peut, en fait, quelque part porter ce message de confiance? On sait bien que la relation humaine, elle est fondée sur la confiance, et quand la confiance a été trahie dès le plus jeune âge, il faut beaucoup de temps pour la récupérer, pour la réhabiliter. Est-ce que le numérique, malgré son instantanéité, ou grâce à son instantanéité, pourrait aller plus vite dans cette dimension de recouvrer la confiance? C'est une question compliquée. Nous, on a fait le pari que c'est par la fidélité du lien humain. Donc le numérique catalyse, crée ces occasions de lien, ces occasions de rencontre, et que c'est la rencontre qui va transformer les deux parties et qui va permettre de, dans le temps, façon le petit prince et le renard, de s'apprivoiser et de reconstruire une relation de confiance. Donc, nous, on a fait le pari que le numérique, il sert juste à sa place de catalyseur de création de rencontres, et que ce sont les rencontres bienveillantes, fidèles, dans le temps, où il n'y a pas de fausses promesses, où on se retrouve et on apprend à se connaître, et que ce sont par ces rencontres humaines-là que la confiance se reconstruit. Maintenant, peut-être qu'il y a des solutions, effectivement, que le numérique peut permettre de retrouver cette confiance dans les autres, mais spontanément, je ne vois pas. Oui, moi je dirais exactement la même chose. Bon, moi, le numérique n'est pas à ma disposition dans la prison. Qu'est-ce qui est à ma disposition? C'est la médiation de l'homme que je suis, ou de la Bible que je peux donner, ou d'un livre que je peux communiquer, ou d'un chapelet, ou simplement d'une oreille extrêmement énorme, grande ouverte et beaucoup de bienveillance, pour que la personne qui se réduit à son numéro d'écrou, pour que la personne qui se réduit à son étiquette ou à son histoire de blessure puisse trouver un autre lieu pour exister comme homme et comme homme debout. Hein. Et c'est pas facile d'être debout quand on est en prison. Et puis aussi être envisagé peut-être par l'aumônier que je suis ou par les potes de la détention, mais aussi par la société, parce que c'est systémique, la question. Est-ce que des chefs d'entreprise vont pouvoir avoir ce regard de bienveillance et d'espérance sur la personne qui un jour va sortir, parce qu'ils sortiront pratiquement tous de prison, pour pouvoir les embaucher? Est-ce que la société va continuer de les regarder comme des sortants de prison et continuer de les enfermer, même une fois sortis, dans ce regard de détenus? Ou est-ce que, au lieu de les dévisager, est-ce qu'on va les envisager? Et ça passe par l'homme, ça passe par l'humain. Alors,
que la technique et le numérique puissent être des moyens, oui, comme tout moyen, comme l'argent, comme le pouvoir, comme la relation, peut-être au service du meilleur et du pire. Mais nous pouvons espérer que même le numérique peut être au service du meilleur. Mais toujours l'importance de la médiation humaine, ça c'est fondamental. Et c'est à ça que sert un aumônier. Sinon, ça n'a pas la peine. Nous, dans les entretiens qu'on a fait, je suis pas sûre d'avoir vu en effet ce lien de confiance, en tout cas la confiance à l'autre qui était reconstruite via le numérique. En revanche, la confiance en soi, et peut-être que la confiance en l'autre, elle passe aussi par la confiance qu'on a en soi. Je le disais, on a des conseillers numériques qui sont allés en foyer de vie et les personnes ne comprenaient pas le lien entre l'écran et la souris. Donc on partait de très loin. Et du coup, le conseiller numérique, il a une idée un peu différente. Et en fait, il leur a fait faire de la musique électronique. Parce que de taper sur une touche et d'entendre un son, c'était plus facile à comprendre. Et donc, l'accès au numérique s'est fait par là. Et en fait, pendant plusieurs semaines, ils ont donc joué avec ces claviers numériques, etc. Et à la fin, le conseiller numérique a mixé, a fait un morceau à partir de tous ces fragments et leur a présenté. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un truc de dire, OK, j'ai créé quelque chose, j'ai fait quelque chose en groupe. On était sur des personnes atteintes de troubles du spectre autistique assez lourds. Donc la question de la relation à l'autre, elle est pas toujours évidente. Et de dire, on a réussi à créer quelque chose en commun. Donc c'était une fierté pour eux, c'était une fierté aussi pour leurs proches. Parce que les parents, notamment, ont écouté le morceau ensuite. Et je pense que ça, c'est assez fondamental de voir comment, par contre, ça peut reconstruire la confiance en soi et peut-être derrière, du coup, permettre d'accélérer la confiance dans l'autre. Bonsoir, merci à tous d'être là. Je m'appelle Catherine, je suis habitante du quartier. J'ai d'abord une question, plus vous en avez parlé tout à l'heure, les formulaires improbables de l'administration. Comment faire quand on est une personne vulnérable et parodée à l'informatique ? J'étais dans le logement social il y a 15 ans, on faisait beaucoup d'ateliers informatiques parce qu'il n'y avait pas encore le smartphone. Donc il y avait une vraie difficulté à appréhender la souris et l'écran, comme vous dites. Et vous en avez parlé ce soir, maintenant avec le smartphone, c'est quand même facilité. Juste une information, dans chaque ville, et par exemple à Gif-sur-Yvette, il y a un service, France Service, ça s'appelle. Et en fait, tout le monde est encouragé à venir se faire aider parce que c'est développé dans quasi toutes les villes quand elles en ont les moyens, sinon c'est quelques villes qui se rassemblent. Mais c'est très important parce que, en fait, on va donner l'accès au numérique, mais par l'accueil humain. Il y a un accueil humain, les personnes sont vraiment formées à ça, elles sont accueillantes, et elles vont amener la personne à sortir, par exemple, un formulaire pour demander un logement social. Elles vont être accompagnées. Et je dis encore une fois par l'humain, parce qu'il y a quand même des déviances à se faire accompagner complètement par l'IA. Moi, je vois des personnes seules, isolées, qui se font un copain, un chatbot toute la journée avec leur IA. Ça me désespère, parce qu'il y a de plus en plus de personnes isolées. Elles n'ont pas besoin d'être vulnérables au départ, elles se sentent seules. Et elles ne se sentent pas seules, parce qu'elles ont l'IA sur leur smartphone. Mais tout le monde. Il pourrait y avoir des gens dans la salle. Donc on est vraiment dans une vulnérabilité par rapport à l'IA. C'est un autre sujet. Et la deuxième question, c'était vous en avez parlé, Charlotte, des aidants dans les IME, dans les ESAT, dans les moniteurs, ça dépend comment on appelle. Ils ont une réticence à amener les personnes en handicap à l'informatique, à leur téléphone, à cause de la cybersécurité. Alors, où est-ce que vous en êtes de former ces personnes-là à la cybersécurité pour qu'ils puissent être, eux, aidants, enfin, pour le faire avec le numérique aussi, parce que ce que j'ai senti de vos propos, c'est qu'ils n'avaient pas tellement envie forcément de les aider à aller sur le smartphone par peur de ça. Alors, où est-ce que vous en êtes de les aider, eux, pour qu'ils soient à l'aise? Oui, alors vaste question en effet.
Déjà sur la question de l'accueil, en effet, c'est un truc tout bête, mais nous, on forme des bénévoles aidants numériques sur une journée. Et je pense que sur une journée de 7 heures, on a au moins 2 heures juste sur l'accueil et encore 1 heure sur l'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central, en effet, bien plus que l'accompagnement lui-même sur le numérique. C'est vraiment la question de l'accueil et de la posture qui est essentielle. Pour répondre à votre question sur l'accompagnement des aidants, c'est en effet un vaste sujet. Ce qui est sorti de l'étude, c'est de se dire que les risques numériques, il y a 3 phases. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Et qu'on doit accompagner sur ces 3 volets. On doit accompagner d'abord les personnes, les citoyens en général d'ailleurs, et les personnes en situation de handicap dans ce cas précis, en amont, pour savoir faire un mot de passe robuste, pour savoir que quand on reçoit un SMS relais colis alors qu'on n'a rien commandé, il y a peu de chances que ce soit vraiment un colis. Et donc ça, c'est l'avant, c'est la sensibilisation. Ça, on a créé des outils, on a des ateliers pédagogiques clés en main pour justement parler de ces sujets-là en facile à lire et à comprendre pour que ce soit accessible à tous. Ensuite, le pendant. Le pendant, c'est... malgré toutes les précautions, malgré la sensibilisation que j'ai eue, je me suis quand même fait avoir, je me suis quand même fait soutirer de l'argent, ou alors juste même déjà, on est venu me parler et je sens qu'il y a quelque chose de louche, je vais apprendre à signaler le contenu, et si je me suis fait arnaquer, je sais vers qui me tourner pour résoudre la situation. Et ensuite, il y a l'après-crise. Je me suis fait arnaquer, j'ai résolu la situation d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que je retrouve confiance en moi pour retourner sur le numérique? Et comment est-ce que les autres retrouvent confiance en moi pour retourner sur le numérique? On a plein de témoignages, nous, où en fait, on nous a dit... une fois, sans faire exprès, j'ai dépensé, j'ai explosé mon forfait Internet parce que j'avais des achats intégrés. Et en fait, depuis, mes parents, ils m'ont mis un contrôle parental. Et on parle d'adultes en situation de handicap. Mais ils m'ont mis un contrôle parental et j'ai plus le droit d'aller sur le téléphone quand ils ne sont pas dans la pièce. Ça, c'est problématique parce qu'en termes de liberté et d'autodétermination, c'est pas du tout ce qu'on vise. Mais pour autant, du coup, comment on reconstruit cette confiance pour pouvoir redonner accès? Et on revient à, en fait, on resensibilise et on espère que la prochaine fois, ça se passera mieux en essayant de mettre des garde-fous, bien sûr, et en essayant de créer un environnement qui permet d'aller vers là. Et on forme les aidants là-dessus, mais en fait, on s'est aussi rendu compte, nous, on a un conseiller numérique qui a dit... Les aidants, c'est bien, mais en fait, déjà, il y a des gens qui veulent pas venir. Il y a des travailleurs en ESAT qui veulent pas venir me voir parce que c'est vrai que je fais peur, mais en fait, c'est de dire sa vulnérabilité que de venir voir le conseiller numérique et dire j'y arrive pas. Donc en fait, il a formé des travailleurs de l'ESAT à devenir bénévoles aidants numériques pour qu'ils s'accompagnent entre pairs. Et donc en fait, le travailleur qui est en difficulté, il va voir l'autre travailleur, il lui dit est-ce que tu peux m'aider? Donc, soit il l'accompagne directement, soit il n'a pas la réponse, et c'est pas grave, il retourne voir le conseiller numérique, il lui dit « Est-ce que tu peux m'expliquer parce qu'on m'a demandé ?» Le conseiller numérique lui apprend, et ça redescend. Et du coup, les deux sont montés en compétences. Et tout ça peut vivre, en fait, et se développe de plus en plus. Et je pense que c'est aussi la clé, c'est comment est-ce qu'on, au-delà des accompagnants et des aidants, comment est-ce qu'on donne aussi les clés aux personnes elles-mêmes pour prévenir les risques et pour s'y confronter. Vous me faites penser, Charlotte, à une chose. J'ai été jusqu'en octobre dernier, le nouvel aumônier à Fleury-Mérogis, ils ont créé un des bâtiments qui était un centre de détention pour les personnes qui ont été jugées. Malheureusement, il a été fermé au bout de 6 mois pour des dysfonctionnements en termes de conduite, de chauffage et d'eau chaude. Mais dans les cellules qui étaient quand même bien faites, il y avait une tablette numérique. Et la tablette, évidemment, non reliée à Internet, mais elle permettait d'avoir accès à un journal interne de la prison, permettait de gérer les parloirs avec les familles, avec le parloir avocat, permettait de... Nous, les aumôniers, on pouvait mettre les infos pour les messes, pour les groupes de parole, etc. Donc, c'était quand même un progrès, quoi. Ils pouvaient avoir accès directement dans leur cellule à un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas. Or, le problème, c'est qu'il y a un gars qui a réussi à craquer le système et à se connecter sur Internet. Et du coup, ça a été interdit à tous. Bon, actuellement, le bâtiment n'est pas réouvert, mais voilà, la technologie, parce qu'un seul a dérogé au droit, c'est fermé à tous. Ce qui était un progrès, quand même, parce que ça leur donnait accès, non pas à l'extérieur, mais
à la communication interne. Et c'est important, quand vous avez 5000 personnes dans un même lieu, vous imaginez, c'est la plus grande prison d'Europe, ben, il y a forcément des infos qui ont besoin d'être circulées. Eux, ils sont privés de toute info. Voilà, une régression, enfin un progrès qui a conduit après à une régression. En l'occurrence, c'était un progrès mal conçu, quoi, parce que... Est-ce qu'on peut, avant de redonner la parole à la salle, savoir s'il y a des questions sur le chat? Oui, on a une question de Tomine en ligne. Avez-vous réfléchi à l'utilisation du numérique pour les personnes gravement malades ou en fin de vie, donc des personnes hautement vulnérables? Alors nous, chez Entourage, c'est vraiment... Aujourd'hui, non. En fait, la réponse, c'est un petit peu en dehors des populations qu'on a, mais pourquoi pas un jour, parce que les problématiques de l'isolement, et donc notamment des personnes malades ou des personnes en fin de vie, elles se posent aussi en termes de lien social. Donc, enfin, je dis ça parce qu'on a vécu une expérience pendant le Covid, où vous vous rappelez la sophistication qu'on a eue pour lutter contre cette bactérie, enfin ce virus, qui a été de dire enfermez-vous chez vous, et donc n'allez pas voir les personnes en train de mourir ou votre grand-mère. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant cette phase un peu particulière de l'existence qu'on a vécue là tous, on a eu un énorme regain d'activité. Pour nous, ça a été une période intense chez Entourage, parce qu'on était une des rares associations qui est restée résiliente pendant cette phase et qui, au contraire, a monté son activité. Et on a mis en place des systèmes de liens avec des personnes isolées chez elles. Et on pouvait retrouver du coup des systèmes de liens avec des personnes, y compris, alors pas forcément en fin de vie, mais donc on a touché du doigt le grand isolement qu'il y a en dehors des personnes en grande précarité qu'on a l'habitude de voir. Et voilà. Et donc j'imagine que cette catégorie de personnes, elle doit avoir aussi quelque part cette faiblesse de relations, mais en tout cas on l'a jamais adressée d'un point de vue concret, quoi. Je ne sais pas si... Alors nous, oui, on l'a adressé puisqu'on a aussi une filière personnes âgées et domicile, filière PADOM à la Croix-Rouge, et qu'on a des conseillers numériques du coup qui interviennent en EHPAD notamment. Pendant le Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, et notamment une expérimentation intéressante autour de la réalité virtuelle, où on a mis des casques de VR à des personnes en EHPAD, des personnes notamment qui bougeaient quasiment plus, et malgré toutes les séances de kiné, avaient perdu toute leur mobilité. Et ce qui est marrant, c'est j'ai un collègue qui me racontait il n'y a pas si longtemps, en fait, lors de cette expérience, ils leur avaient mis un aquarium. Donc en fait, les personnes visitaient un aquarium de manière virtuelle. Et en fait, sans s'en rendre compte, il y a une des personnes qui justement avait perdu toute sa mobilité, qui a tendu le bras, comme si elle voulait toucher le poisson qui était devant elle. Et donc en fait, parce que c'était pas un exercice de kiné où on doit se forcer à faire un effort pour essayer de bouger le bras, et ben en fait, parce que c'était instinctif, il y a eu ce regain de mobilité. Et l'autre truc sur le lien social, on l'a aussi beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Je pense notamment à un EHPAD qui est un EHPAD temporaire, donc les personnes y vont pour quelques temps et ensuite peuvent éventuellement retourner chez elles, donc par exemple suite à une hospitalisation. Et on a un conseiller numérique qui a accompagné plusieurs personnes là-bas et qui a travaillé en partenariat avec une association qui s'appelle Silver Geek et qui fait des tournois de e-sport pour les personnes âgées. Donc c'est des ateliers qui sont animés par des moins de 30 ans et qui sont à destination des plus de 65, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, notamment, ils ont un grand tournoi national de Wii Bowling auquel on a participé. Donc, il y a un couple de plus de 80 ans qui s'est retrouvé en finale régionale au Geek Days de Lille, puis après en finale nationale à la Paris Games Week sur la scène au milieu de tout le monde à plus de 80 ans à jouer au Wii Bowling. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en dehors de ça, donc, ils ont fini par retourner dans leur domicile. Et ils se plaignaient un peu parce que leurs petits-enfants, depuis quelques années, venaient pas trop. Bon,
ils venaient de temps en temps, mais on sentait que c'était un peu forcé et tout. Et en fait, eux, ils se sont pris au jeu. Et en fait, ils ont acheté une Wii pour eux, d'ailleurs, pas pour les petits-enfants. Et sauf qu'ils nous racontaient que maintenant, les petits-enfants, ils viennent beaucoup plus souvent parce qu'à la Wii, on peut y jouer avec papy-mamie et que c'est vachement plus fun que les activités qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, ça a recréé du lien social. Donc, oui, nous, on a eu quelques belles histoires. Et on a aussi des personnes, par contre, à l'inverse, qui sont ultra réticentes et on pousse pas du tout. Enfin, l'idée, c'est pas de faire une injonction au numérique, surtout en fin de vie. Merci. J'ai encore 2 questions d'Alexandra en ligne. Donc une question pour Jean-Marc. Est-ce que Entourage est uniquement en France ? Oui. Oui. Oui, et on a beaucoup à faire déjà. Donc, on est une structure associative, donc il faut des moyens pour déployer Entourage. Et donc, on est déployé sur beaucoup de grandes métropoles, hein, Lille, Rennes, Paris, Marseille, Lyon, voilà, Bordeaux, Nantes. On a fait une tentative à l'étranger, mais pour l'instant, on n'a pas la force encore pour le déployer. Mais le même problème existe évidemment ailleurs, et donc ce serait super de pouvoir le faire. Mais ça demande des moyens. On est une start-up sociale et on vit de dons, quoi. Donc, Merci. Et plutôt pour Charlotte, est-ce que les ateliers pédagogiques que vous avez évoqués sont accessibles pour être utilisés en dehors de la Croix-Rouge ? Oui, bien sûr, c'est des ateliers qui sont disponibles depuis la semaine dernière, d'ailleurs, je crois, sur les bases. Donc, on pourra évidemment communiquer peut-être le lien, mais donc, qui sont en libre et qui sont même en licence Creative Commons. Donc, tout est modifiable, on peut adapter pour que tout le monde puisse s'en saisir. Merci. C'est une question très impertinente. Vous disiez que les uns et les autres, le substrat, c'était une personne qui avait été abîmée, qui a été brisée dans sa relation, et donc qui avait perdu sa confiance en elle-même. Est-ce qu'on pourrait imaginer mettre dans les mains de ces personnes-là un outil leur permettant de créer leur hologramme idéal, pour finalement que, quelque part, ils se distancient et qu'ils aspirent à construire une identité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette technologie-là viendrait au service de cette reconstruction identitaire de la personne qui a perdu sa confiance ? Alors, l'hologramme, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un peu le rôle, c'est un peu ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, en bien et en pas bien d'ailleurs, parce que en fait, le profil, l'image qu'on se construit sur les réseaux sociaux, finalement, c'est aussi un peu un autre que soi. C'est pas tout à fait... c'est jamais le reflet exact, et en général on met plutôt des photos de ses vacances sur la plage que de son trajet de métro tous les matins. Donc je pense qu'il y a un peu cette création d'un idéal. Je ne sais pas si ça restaure la confiance en soi, ça pour le coup je suis pas toujours convaincue. Et le fait de se confronter en plus aux autres moi idéal des autres sur les réseaux sociaux, ça peut au contraire peut-être encore plus déstabilisé, parce que si on ne prend pas le recul et qu'on se dit juste tiens, ça c'est la vie des autres personnes, ça peut au contraire déstabiliser. Mais... Nous, on a reçu une proposition un peu duale à celle-là, de la part d'une start-up anglo-saxonne qui a appelé Entourage en disant voilà, nous on est en train de développer un autre virtuel, donc un avatar, mais qui est celui de votre compagnon que vous avez perdu. Et donc, on va y mettre les photos, les souvenirs, l'histoire, et donc la personnalité, la foi. Et donc, vous qui avez perdu l'être cher avec qui vous vivez, on va vous mettre une machine, un avatar qui va lui ressembler. Et du coup, vous n'êtes plus seul, vous pouvez retrouver votre compagnon. Et donc, l'IA qui fait parler les morts, quoi, d'une certaine manière. Et la question qui nous était posée, c'était, du coup, pour les personnes seules, isolées, en situation de rue, est-ce que c'est pas une solution, quoi ? Ouais, évidemment, c'est dystopique et on a tout de suite dit non. Hein, mais par contre, j'avais pas pensé effectivement au moi idéal. Mais... Peut-être un petit élément de réponse. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un documentaire qui expliquait qu'en Allemagne, on fait des psys virtuels, donc à base d'IA générative. Et donc au début, tout le monde dit « Oh non, c'est horrible parce que la relation, c'est ce que vous avez dit tous les trois, va être cassée, il va manquer quelque chose. » Oui,
Sauf que le médecin qui mène ces expériences disait, oui, mais vous vous rendez pas compte que le nombre de personnes qui ont des besoins de ce genre explose. Or, les psychothérapeutes, les psychologues, tout ce que vous voulez, n'arriveront pas à suivre. On ne peut pas suivre parce qu'on n'est pas assez nombreux et il faut beaucoup de temps pour former des gens comme ça. Alors, ce qu'il propose, c'est justement un protocole qui fait une complémentarité entre le psy humain, entre guillemets, qui va pouvoir travailler avec la personne à certains moments. Quand il n'est pas disponible et à certains autres moments du processus, c'est le psybot, donc l'IA qui va prendre le relais. Et puis, ça revient après avec le psy humain, etc. Donc, un protocole peut-être être envisagé pour une complémentarité. Voilà, donc c'est ce que était dans un documentaire très récemment à la télévision. Je me sens un peu vulnérable dans cette question. Parce que, ouais, vous voyez, j'accompagne quelqu'un qui n'a jamais été aimé par sa mère, abandonné 3 fois par sa mère, lâché par son père, qu'il a lâché ses études à 16 ans pour pouvoir s'occuper de son père, et puis son père est mort quand il avait 18 ans. Il n'a jamais été aimé et il a passé sa vie à se haïr. Et pour la première fois, il se découvre aimable, alors qu'il a tué, avec des actes absolument atroces, avec une forme d'abolition de la conscience. Donc il est coupable, mais pas responsable de tout. Pour la première fois de sa vie, il se découvre aimable parce qu'aimé par l'intermédiaire du visage de Dieu que je lui ai fait découvrir, donc des textes de la Bible, des paraboles de la Bible. Alors ça, c'est pas des techniques, c'est pas des techniques virtuelles, c'est même pas d'un psychothérapeute, c'est voilà, il découvre qu'il est aimable pour la première fois de sa vie et qu'il a fallu qu'il passe par là, et notamment commettre ce crime horrible, pour arriver à cette première découverte dans sa vie qui est considérable. Et je me dis, est-ce qu'une machine peut remplacer ça? J'avoue être vulnérable par rapport à cette question, je ne le crois pas. Vu l'expérience que j'ai en détention, des personnes comme ça, il y en a un certain nombre depuis 12 ans que j'ai accompagnés et qui ont fait ma joie. Sur le chat, est-ce qu'on n'a encore pas à ce stade? Voilà. Alors, il y a encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, dépêchez-vous de les poser. Moi, j'ai une question un peu Alors, radé pâquerette, je suis désolé. Bertrand. Il y a un certain nombre de services qui sont gratuits, entre guillemets. Alors, les services gratuits, on sait tous ce qu'il faut en penser. Néanmoins, ça permet de les rendre plus accessibles. Éventuellement, on n'a pas besoin de monétiser les services. Donc, j'imagine Google Maps, des trucs comme ça, des services de mail, etc. Est-ce que c'est important pour vous voilà. Est-ce que c'est un modèle de gratuité qui ne sera peut-être pas toujours là? Il y a des services, j'imagine, autour des LLM qui seront peut-être pas toujours gratuits comme ils l'ont été, ou partiellement en tout cas. Avez-vous une réflexion là-dessus? Non, oui, nous, beaucoup de personnes qu'on accompagne sont en situation de précarité financière. Dans le cadre du handicap, plus précisément, il y a une... alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de risques d'être en précarité financière que le reste de la population. Donc, évidemment, cette question de l'accès, elle est centrale. La question, déjà, avant même la question de l'accès au service, il y a la question de l'accès à de la connexion et à un équipement qui se pose, qui est pas, on a l'impression, le dernier baromètre du numérique qui est sorti la semaine dernière dit que 92% des personnes ont un smartphone actuellement. C'est énorme, mais ça veut aussi dire qu'il y a presque 1 personne sur 10 qui n'a toujours pas de smartphone, et donc qui potentiellement n'a pas accès à cet environnement numérique. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, et je pense que ça permet de démocratiser beaucoup de services et d'utilisation. Donc c'est quelque chose d'assez précieux.
La question après, la question je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur toute la question des modèles en open source pour justement pouvoir conserver des services gratuits et qui soient pour le coup aussi accessibles à tous et dont on peut tous se saisir. Et puis il me semble quand même que la révolution qu'on a vécue là, qui est définie par ce professeur d'Harvard comme étant le capitalisme de surveillance, donc qui est basé sur la data, où en fait c'est pas gratuit, c'est-à-dire que c'est la vente des données comportementales de l'utilisateur et qui permet les algorithmes de prédiction, et que c'est ça qui alimente vraiment le cœur de ce nouveau capitalisme de la surveillance, de la mesure en fait, de mesurer où je suis, avec qui je communique, ce que je dis, etc., etc. Et c'est ça qui a de la valeur, c'est leur capacité du coup à collecter cette data par mon usage. Donc il y a aussi un intérêt à maintenir un usage gratuit pour le cœur de ce système, parce que l'usage gratuit fait qu'en réalité, il prend mes données de comportement, de choix, de goût, de préférence, etc. Et que ces données-là, elles sont très lucratives auprès des annonceurs, auprès des gens qui veulent me vendre plein de trucs. Donc c'est quand même la gratuité quelque part du service que je vois, enfin la gratuité entre guillemets, parce que je paye avec mes données comportementales. En réalité, c'est une porte d'entrée pour capturer ces données et qu'eux savent très bien monétiser. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait rapidement des barrières de ce type-là, quoi. Une question que je voulais vous poser, mais qui est très liée à ce que vous venez de dire. La question vous avez évoqué dans les dimensions qui étaient nécessaires de développer pour concevoir des systèmes tech qui soient adaptés vraiment aux besoins. Vous avez parlé de l'exigence éthique particulièrement forte qu'il faut par rapport à des personnes très vulnérables. Donc vous aviez évoqué la géolocalisation. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu plus comment justement vous essayez de renforcer cette exigence éthique pour mieux protéger les personnes très vulnérables ou respecter leur dignité, leur liberté? En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, chez Entourage, évidemment, on a envie de savoir si la personne qui utilise le système, qui s'est créé un compte, etc., quelle est sa situation, où elle est, quel besoin elle a, etc. Sauf que, donc, après, je peux concevoir une base de données dans laquelle je vais m'assurer que certaines de ces données-là ne seront pas violées et donc de mettre en place des mécanismes de sécurité qui vont les garantir. Mais est-ce suffisant? C'est-à-dire que si un jour, un juge d'instruction vient me voir en me disant « Voilà, il y a eu un crime qui s'est passé dans tel arrondissement parisien, je veux la base de données de toutes les personnes à la rue parce qu'on pense que c'est un d'entre eux ou une d'entre elles, je suis obligé de les donner, ces données. » Donc en fait, nous, on a fait un choix de ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'on a volontairement restreint, alors qu'on rêverait à certains endroits de pouvoir faire de la data analyse et même de fournir à la municipalité qui nous le demande un état des lieux des personnes à la rue, où elles sont. Eh ben on est désolé, on ne peut pas, parce qu'en fait, on ne les a pas. Et là c'est une sûreté absolue, ça limite l'usage. Donc ça limite le niveau de features qu'on peut offrir, etc. Mais du coup, on va là, quoi. On fait en sorte de ne pas exposer ces personnes, enfin, vraiment par conception, quoi. Mais c'est frustrant, hein. Et y compris, ça frustre certains de nos fondations donateurs qui aimeraient bien avoir ces KPI. Ouais. Je crois qu'on arrive au terme de notre heure et demie que nous avions prévu de passer ensemble et avec les personnes qui nous regardent en visio. Alors, il y a encore une question, très bien. La dernière. Normalement, il y a toujours une dernière question. Il faut toujours une dernière. Donc, non, c'est aussi une question un peu pratico-pratique, mais un peu ras des pâquerettes. Mais c'est l'impact du numérique sur les finances des populations, et notamment les populations de la rue. Je pense au moins à deux choses. La première, c'est est-ce que ça facilite leur bancarisation, etc. Donc, autrement dit, à leur donner un certain niveau
d'autonomie financière, si j'ose dire, en tout cas de facilitation, je ne sais pas. Et peut-être la deuxième question, enfin le deuxième point connecté à celui-là, moi typiquement, quand je vois une personne qui fait l'aumône, aujourd'hui, j'ai même plus de quoi lui donner, quoi. Parce que moi, je suis totalement numérisé. Et donc, je me suis souvent dit, tiens, s'ils avaient un QR code, je pourrais... alors, c'est pas ça qui aidera le lien social, je suis d'accord. Mais au moins, je pourrais faire... Est-ce que cette évolution-là, elle a aussi un impact, déjà, sur les moyens financiers qu'ils réussissent à collecter? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est évalué? Est-ce qu'on sait un peu vers quoi on va? Est-ce qu'il y a des solutions, d'ailleurs, qui permettent au SDF de collecter de l'argent de façon numérique? Je sais pas. Et effectivement, hein, c'est un problème, une difficulté pour les personnes à la rue qui est beaucoup plus forte depuis le Covid, puisque tout le monde a numérisé très très fortement et très rapidement ses moyens de paiement. Ouais, en préalable, on lutte contre le préjugé personne SDF égale mendiant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près à peine 14% des personnes dans leur situation qui vont utiliser ce moyen. Donc attention aussi à ne pas réduire la personne à... voilà, ils sont loin de tous pratiquer la mendicité. Pour la première question, oui, bien sûr que le téléphone, c'était d'ailleurs une des réponses d'une personne de mon comité de la rue en disant « mais moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Moi, je gagne ma vie quelque part mal, mais en faisant des livraisons. Et mon patron m'envoie les ordres de mission pour livrer telle chose à tel endroit par mon téléphone, ou pour trouver des missions d'intérim, par exemple. Donc oui, c'est clairement une aide pour certains d'entre eux. Et pour la deuxième question, il existe beaucoup de projets qui ont été pensés pour faire des dons dématérialisés, parce que ni les tickets de métro, ni les titres de restaurant, ni l'argent permettent de le faire. On a été contacté pratiquement par tout ce que la place possède d'organismes financiers en disant « Entourage, vous devriez permettre ce type de don ». Et évidemment, on a toujours refusé parce que nous, on est dans le lien social et ce rapport d'argent. Mais il y a des projets qui se sont montés, je pense à la Nouvelle Pièce. Enfin, beaucoup de personnes sont en train de tester, voire de commencer à déployer des différentes expérimentations de ce type. Mais avec ce bémol que j'ai mis au départ, en disant attention aussi à ne pas à ne pas trop projeter sur toutes ces personnes le fait qu'elles vivent de mendicité, parce que ce n'est pas le cas. Et puis même si je n'ai pas d'argent à lui donner, je peux prendre un peu de patience et lui parler, le regarder. C'est peut-être le plus beau cadeau que je puisse lui donner. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse poursuivre autour d'un jus d'orange et de quelques petits trucs à grignoter les échanges. Je vais dire au revoir à nos auditeurs en visio. Avant, je vous rappelle que si vous avez apprécié cette soirée, n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà. Donc vous avez panier à la sortie, site internet, lien QR code. Vous voyez, on est divers en moyens. Nous utilisons aussi la technologie. Et également, voilà, je signale, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un livre donc, de Frère Benoît. C'est ton visage que je cherche. Est-ce que vous souhaitez en dire un mot pour dire de quoi il s'agit ? C'est un livre de spiritualité qui se décline à travers mon expérience de vie depuis que je suis gamin. Et comme franciscain, comme aumônier de prison, il y a beaucoup de récits en prison, 60% de récits dans ce livre. Et puis je pars des grands temps liturgiques, l'Avent, Noël, le Carême, Pâques, et le temps de la vie extraordinaire qui est de vivre avec le Christ en sa présence, que je décline à travers des expériences de vie, notamment en prison. Voilà. Et c'est ton visage que je cherche. Je voulais l'appeler orpailleur de Dieu, voilà, comme un orpailleur qui va brasser des tonnes et des tonnes de boue pour essayer de trouver la face lumineuse de chaque personne que je rencontre. Orpailleur de Dieu.